Eh bien, après cette musique entraînante, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Bienvenue à cette Alliance Éco numéro 64. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va parler de système monétaire. Voilà de quoi on va parler. Donc, je vais tout de suite lancer la première planche, qui est toujours la même, à savoir que ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, que vous pouvez trouver la même chose, et que vous n'êtes pas, je ne suis pas responsable de toutes les actions que vous prendriez éventuellement après cette présentation. Alors, on va parler de système monétaire, mais avant de ça, je vais parler un tout petit peu d'économie. D'économie et déflationniste par nature, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous savez que l'inflation, ça vous savez ce que c'est, l'inflation c'est l'augmentation des prix constante et à cause de l'inflation des prix, on s'appauvrit parce que notre salaire ne suit pas exactement de la même façon. Par contre, la déflation, bien c'est l'inverse. C'est les prix qui baissent, des prix qui baissent tout simplement par un phénomène tout naturel que je vais expliquer, phénomène naturel dans un contexte de système monétaire bien particulier, bien évidemment. Et pourquoi est-ce que les prix baissent dans une économie saine? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain a de la créativité et que cette créativité, ça consiste à toujours inventer plus, mieux, plus performant, moins coûteux, appelez-le comme vous voulez. Et ce qui fait que normalement, si on garde une masse monétaire, c'est-à-dire, je vais faire de nouveau la parallèle, imaginez que toute l'économie de l'Europe ou de la France ou de la Belgique soit représentée par 10 pommes. Voilà, il y a 10 objets, 10 pommes, et ça c'est tous les produits et services de la Belgique ou de la France ou de l'Europe, 10 pommes. Et il y a 10 pièces d'argent ou 10 pièces de monnaie. C'est-à-dire que chaque pomme coûte une pièce de monnaie, une unité monétaire. Mais évidemment, si on peut trouver de meilleures façons de faire des pommes, d'améliorer les pommes, et que, en fin de compte, on n'ait plus besoin que de 8 pommes, qu'on ait 12 pommes
mais on n'a toujours que 10 pièces monétaires, eh bien, chaque pomme coûtera un peu moins. Parce qu'on va améliorer le nombre de pommes, on va améliorer la qualité des pommes, etc. etc. Eh bien, chaque pomme va coûter un peu moins, parce qu'il faudra diviser 12 par 10, ça veut dire que chaque pomme coûtera à peu près 80 centimes. Donc, la créativité naturelle de l'être humain qui fait qu'on va améliorer la productivité, on va améliorer les produits, on va inventer de nouveaux produits moins chers, plus performants, etc., avec la même masse monétaire, les mêmes 10 pièces de monnaie, et bien normalement, les prix doivent baisser. Eh bien, figurez-vous qu'on a des exemples de cela, puisque de 1776 jusqu'à 1913, je suis désolé, j'ai perdu belge toute la journée, j'allais vous dire 1776, mais 1776 à 1913, eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des statistiques qui existent particulièrement aux États-Unis. Depuis la création des États-Unis jusqu'en 1913, date abominable, et vous savez peut-être pourquoi, en tout cas, je vais la rappeler plus tard. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que naturellement, même si les gens gagnaient à peu près toujours la même chose, eh bien, leur richesse, parce que j'ai marqué salaire ici, mais en fait, je devrais dire leur richesse, augmentait alors que les prix diminuaient. Parce que c'est vrai que si vous gagnez 10, mais que vous devez payer de moins en moins cher pour les produits, ben, naturellement, vous vous enrichissez. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur cette courbe noire? C'est l'indice des prix entre 1776 et 1913. Eh bien, il y a eu des fortes augmentations de prix quand ça. Eh bien, ici, c'est la guerre de sécession. Ici, c'est la guerre de sécession. Ici, c'est la bataille contre les Anglais, etc., etc., parce que, même si les États-Unis ont été déclarés indépendants en 1776, c'est pas pour ça que les Anglais ont laissé faire. Donc, les guerres ont toujours coûté très cher et les prix ont donc augmenté. Mais sinon, les prix, regardez la ligne pointillée noire, elle suit approximativement la moyenne de ces lignes-là. Eh bien, les prix auraient tendance à baisser très légèrement, mais baisser quand même, alors que les salaires augmentaient, et ce sans sécurité sociale, sans indexation des salaires, etc., etc. Tout simplement parce que, eh bien, il y avait un système monétaire sain. Et ça, c'est très important, c'est l'objet de ce soir, c'est de parler d'un système monétaire sain. Voilà. Alors, continuons. Qu'est-ce que c'était que le système monétaire avant 1913? Eh bien, avant 1913, les gens payaient en pièces d'argent, en pièces d'or ou en greenback, c'est-à-dire en billets de 1 dollar. Bon, le dollar que je présente ici sur cet écran n'est évidemment pas le dollar de 1852, mais ça n'a pas d'importance, c'était un billet qui représentait 1 dollar. Et il y avait des pièces de 1 dollar. C'est une pièce d'ailleurs de 1 dollar de 1852 en or. Bon. Et donc, on pouvait échanger ou payer librement, soit en or, soit en argent, soit en billets. Et le billet, c'était quoi? Mais le billet, en fin de compte, c'était un espèce de reçu. C'est pour ça que j'ai dessiné ici, en dessous de cette planche, un reçu. Un reçu, ben voilà, Monsieur Spunz a donné 1000 dollars en billets contre 30 grammes d'or qu'il a reçu. Et ça pouvait se faire dans n'importe quelle banque de n'importe quel État des États-Unis. On allait avec ces billets, on changeait contre des pièces d'or, on allait avec des pièces d'or, on changeait contre des billets. C'était très pratique, tout marchait parfaitement bien, ou des pièces d'argent, tout ça, ça fonctionnait absolument impeccable. Et donc 1 dollar en billet, ça représentait à peu près 1,6 g d'or pur jusqu'en 1834. Et puis, ça représentait à peu près 1,5 g d'or pur jusqu'en 1913. Il y a eu de très légers ajustements parce que, on a créé un peu trop de billets et les billets sont restés un peu trop longtemps en circulation. Et donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de billets que de pièces d'or. Donc, on a ajusté le billet, mais pour le reste, ça marchait assez bien.
Et donc, il faut savoir que ça s'appelle quoi? Eh bien, ça s'appelle le standard or intégral. Ça veut dire que les billets de banque étaient adossés, et tout le système monétaire était adossé à de l'or physique et de l'argent physique réel. C'est ce qu'on appelle le standard or intégral. 100% de la masse monétaire en billets était adossée à de l'or. Donc un billet pouvait être échangé contre une pièce d'or sans aucune difficulté. Il y avait des pièces d'or en suffisance. Ça, c'était le système monétaire d'avant 1913. Mais évidemment, il y a des petits malins, d'accord, qui se sont dit, mais c'est en kikinant, parce que le métier de banquier, bon, c'est pas drôle, ce métier de banquier, on fait qu'échanger des pièces d'or contre des billets. Pardon, on donne un peu de crédit de temps à autre, mais on ne peut pas en donner beaucoup, parce que les gens doivent nous rembourser en or aussi, donc il faut être très 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 prudent, et si on veut accélérer un peu l'économie et surtout nous enrichir, on ferait bien de créer un autre système. Et donc en 1913, ils ont réussi à persuader le président du moment, dont j'ai oublié le nom, à créer la Federal Reserve. Donc 1913, c'est la date de la création de la Fed. Alors, comment fonctionnait ce système avant la Fed? Eh bien, c'est très simple. Dans même les déséquilibres commerciaux, je suis désolé, mon cher ami, mais là, je dois te répondre plus tard, et je vais couper mon téléphone, excusez-moi. Donc, même les déséquilibres commerciaux avaient tendance à se corriger d'eux-mêmes sans aucune intervention d'aucune banque, comme on a besoin maintenant avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les déficits commerciaux qui doivent être réglés par des banques centrales, etc., etc., avec des négos. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Alors, ceci, qu'est-ce que ça représente? Regardez, imaginez que sur les deux plateaux, ce sont deux pays, d'accord? Donc, le plateau de gauche, c'est un pays A, le plateau de droite, c'est un pays B. On va dire un État américain A et un État américain B, parce que en Europe, le système était très légèrement différent, mais pas tellement. Bon. Eh bien, si l'État A avait une productivité meilleure que l'État B, produisait des choses vraiment très bien, et donc pouvait bien vivre, eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un peu plus d'argent, ils produisaient plus d'or, ils produisaient plus de billets, parce qu'il ne faut jamais oublier que la quantité de la masse monétaire peut augmenter avec la valeur ajoutée, donc la valeur qu'il y a en plus créée par un pays. Ce n'est pas un problème. Du moment que la répartition reste même, s'il y a 12 pommes et 12 pièces, eh bien, s'il n'y a plus que 10 pommes et 10 pièces, la pomme, elle vaut toujours une pièce. S'il y a 12 pommes et 12 pièces, la pomme vaut toujours une pièce. S'il y a 20 pommes et 20 pièces, il y a toujours une pomme vaut une pièce. Voilà. Donc ça, c'est relativement facile à comprendre. Donc que faisait le pays ou l'État qui vivait bien? Eh bien, ils importaient des biens et services d'un autre État moins chers, parce que qu'est-ce qui se passe quand on vit bien? Eh bien, les salaires montent et les prix montent aussi. Donc si la salaire monte, la masse monétaire monte, et les prix montent aussi. Mais s'il y avait des prix moins chers dans l'État d'à côté, pour la même chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on allait importer, on commençait à importer plus qu'on exportait. Parce qu'évidemment, tous ces États faisaient des commerces entre eux, et donc on exportait, on importait. Mais à partir du moment où dans le pays B ou l'État B, les prix étaient moins élevés pour la même chose que dans l'État A, mais qu'est-ce qu'on commençait à faire? C'était augmenter les importations au détriment des exportations. Et la contrepartie, c'était quoi? Eh bien, c'était qu'il y avait des tas de pièces d'or qui partaient de l'État A vers l'État B. C'est la petite flèche que vous voyez ici avec les 4 pièces d'or, vers l'État B. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Naturellement, la masse monétaire de l'État B tendait à augmenter. Et si elle pouvait augmenter, ça permettait d'augmenter les salaires. Si on augmentait les salaires, ça permettait d'augmenter les prix. Et ça permettait surtout d'augmenter la productivité, d'inventer des nouvelles choses, de faire des investissements, etc., etc. Et donc, en fin de compte, ce système
monétaire basé sur un adossement à 100% à l'or et à l'argent, mais permettait des croissances équilibrées de plusieurs États et permettait évidemment de comment dirais-je, on n'avait pas besoin d'une banque centrale qui faisait le Garchium, on n'avait pas besoin d'un système de réglementation monétaire, on n'avait pas besoin de tous ces règlements et ces contrôles qu'on a aujourd'hui, parce que ça marchait très bien tout seul. Et donc, effectivement, quand la croissance est forte dans le pays A, eh bien, qu'est-ce qui se passe si je reprends sur le côté gauche ici? Eh bien, quand on refait une croissance équilibrée, le pays A, eh bien, la masse monétaire, les prix et les salaires tendaient à baisser parce que effectivement, plus on augmente la productivité, mais avec la même masse monétaire, eh bien, les prix commençaient à baisser. La masse monétaire diminuait parce qu'on exportait de l'or vers l'état B, et les salaires commençaient aussi à baisser pour s'équilibrer naturellement. Et inversement, dans l'état B, qui était moins productif que l'état A, eh bien, la croissance commençait à monter, et alors la masse monétaire se mettait à augmenter, les prix commençaient à augmenter, et les salaires commençaient à augmenter aussi. Est-ce que ça se faisait sans heurts? Non, absolument pas. Il y avait des petits moyens de compensateurs avec des crédits de banque à inter-État, mais c'était extrêmement limité. Donc tout ça, ça fonctionnait, somme toute, très, très, très bien. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus, ce système empêchait les États de dépenser à tort et à travers comme c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si l'État voulait faire des investissements, il n'avait qu'une source d'argent, et c'était le secteur privé. Ici, ce secteur privé, et des côtés ici, secteur privé, si l'État avait besoin d'argent, il faisait appel au secteur privé. Donc que faisait le secteur privé? Eh bien, s'ils étaient d'accord avec ce que demandait l'État, ils envoyaient de l'or et ou de l'argent, ou des billets de banque échangeables contre l'or et l'argent, c'était pareil. Bon. Et donc, par conséquent, plus il y avait d'or et d'argent qui partaient vers l'État, moins il y avait d'argent disponible dans le secteur privé pour faire des investissements, pour payer des salaires, pour recréer quelque chose de nouveau, enfin bref, pour augmenter la croissance. Donc, sortir la masse monétaire du secteur privé empêchait quelque peu la croissance. Mais en plus, si l'État exagérait, les gens disaient, oui, mais attendez un petit peu, parce que ça commence à faire lourd, là. Cher État, on veut bien encore vous prêter, mais on va augmenter les taux d'intérêt. Parce qu'on commence à se méfier des dépenses que vous faites. Donc, par conséquent, si vous voulez dépenser plus, ok, mais il faudra payer plus d'intérêt. Et donc, pour l'État, c'était embêtant parce que l'État devait nécessairement faire des investissements productifs pour pouvoir payer des intérêts. Sinon, ils étaient condamnés à faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on paye des intérêts en faisant tourner la planche à billets. Alors, c'est facile de payer des intérêts comme ça. Mais là, ils devaient payer des intérêts sur quelque chose qui était nécessairement productif, c'est-à-dire qu'ils devaient faire un investissement qui produisait des résultats positifs financiers de façon à pouvoir payer et les intérêts et le remboursement sans dommage ni quoi que ce soit. Et surtout, ce qui se passait aussi, c'est que si l'État exigeait beaucoup d'argent de la part de sa population, eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est que, automatiquement, comme la croissance diminuait, les impôts diminuaient aussi. Donc ça devenait de plus en plus difficile pour les États de récupérer ou de pouvoir payer les intérêts et surtout le remboursement de la dette. Jusqu'en 1913, les États remboursaient leurs dettes. Je signale qu'après 1913, il n'y a plus aucun État qui a remboursé sa dette. On roule la dette. Donc on crée une dette, et quand la dette arrive à échéance, on prend une nouvelle dette qui rembourse la première, et c'est reparti comme avant. Donc ça veut dire que la dette, elle n'est jamais remboursée, on ne paye que les intérêts. Mais avant, les États payaient les intérêts et ils remboursaient la dette au secteur privé. Et donc c'était un système qui permettait évidemment au secteur privé de contrôler les dépenses de l'État
en créant naturellement, à cause des intérêts, la baisse de croissance et la baisse des impôts, ça crée une espèce de plafond aux dépenses publiques, et donc ça veut dire que les politiciens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Alors, évidemment, il y a toujours une question de communication et de jeu de pouvoir, parce que quand il y avait la guerre de sécession, eh bien, Abraham Lincoln, évidemment, a fait fonctionner la planche à billets en disant on va vous rembourser, on va vous rembourser, on va vous rembourser avec de l'or et tout et tout. Ça ne s'est jamais passé, à tel point qu'ils ont dû emprunter à l'Angleterre, qui était leur ancien ennemi, pour pouvoir avoir des sous pour reconstruire les États-Unis. Et l'Angleterre, à ce moment-là, en a profité pour exiger de la part de Abraham Lincoln, enfin surtout ses successeurs, de créer une banque de façon à ce qu'ils puissent contrôler tous les aspects financiers des États-Unis suite à la guerre de sécession. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça a été un chamboulement énorme, parce que les guerres ont de tout temps été un formidable moyen pour les ultra-riches de contrôler la population et de devenir encore de plus en plus riches. Pourquoi pensez-vous que l'État profond s'ingénie pour créer des guerres à tout bout de champ sur Terre? Parce que ça rapporte évidemment énormément d'argent. Voilà. Alors, évidemment, quand l'or disparaît, quand le stabilisateur or disparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai dessiné ici, c'est au lieu d'avoir contre une pièce d'or un seul reçu, donc un seul dollar, eh bien non, maintenant, vu qu'on a éliminé l'or de l'équation, eh bien, les gouvernements ont modifié les lois afin de rendre ce qu'on appelle la fraude monétaire légale, c'est-à-dire imprimer des reçus, ou autrement dire des billets de banque, sur de l'or qui n'existe plus, parce qu'il n'y a plus d'or, enfin, il n'y a plus d'adossement à l'or. Et donc, ça, c'est évidemment quelque chose qui a complètement modifié le paysage monétaire, et d'ailleurs toute l'économie. Et les conséquences de ce genre de lois qui ont déconnecté la masse monétaire d'un adossement contre quelque chose qui n'a pas besoin d'une preuve d'adossement, l'or existe en tant que tel, l'argent existe en tant que tel, et bien évidemment, à ce moment-là, eh bien, on est arrivé à des situations complètement ubuesques comme aujourd'hui, à savoir des dettes abyssales. La dette des États-Unis, c'est absolument colossal, c'est totalement irremboursable. Et on sait que si ça continue comme ça, et la guerre de l'Iran continuerait encore, eh bien, on va arriver à 40 000 milliards de dollars de dette tout début 2027. Voilà. Donc évidemment, ça permet aussi un déficit commercial, parce qu'on peut importer autant qu'on veut, on paye avec la planche à billets au lieu de devoir exporter pour payer les importations. Et donc, on est dans un désastre complètement de déficit de la balance commerciale. La France est épouvantable. Aujourd'hui, on dépasse 100 milliards d'euros de trous, donc de déficit commercial. C'est-à-dire que la France exporte pour 100 milliards de moins qu'elle n'importe. On importe énormément. Et on paye avec quoi? Avec du papier chiffon, c'est-à-dire la planche à billets. Du coup, ça crée une inflation absolument monstrueuse, évidemment, et surtout, ce que ça a aussi permis, les conséquences de ces lois, c'est les créations de bulles spéculatives. Alors, les bulles spéculatives, il y en a absolument de tout. Depuis que, surtout depuis 1971, les bulles spéculatives n'ont pas arrêté d'exploser. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on dispose de tout l'argent qu'on veut, enfin, tous les moyens de paiement qu'on veut, mais qui dévaluent en pouvoir d'achat, évidemment, eh bien, ça nous permet de créer des entreprises qui ne ressemblent à rien, de créer des trucs qui ressemblent à rien, du n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, s'il y a autant de faillites, mais c'est tout simplement parce que aussi il y a une masse monétaire absolument gigantesque qui permet de faire vivre des entreprises qui, en fait, ne devraient pas vivre parce qu'elles produisent, entre guillemets, de la M, je veux dire de la merde. Voilà. Voilà. Donc ça,
ce sont les conséquences évidemment très très importantes du changement de système monétaire, puisque je rappelle que le système monétaire sain, c'est l'adossement à l'or et à l'argent, 100%. On est passé à des stades différents avant d'arriver à notre stade aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Je vois les commentaires. Vous m'entendez toujours ou pas? Parce que j'ai un truc ici qui dit que mon streaming ne passe plus. Allô, allô? Oui, on m'entend? Ah bon, ok, ça va. Ouf, j'ai eu peur, parce que je vois tout à coup un avis ici qui paraît que le streaming ne passe plus. Bon, ben, heureusement, ça passe, tant mieux. Merci beaucoup. Alors, continuons, si vous voulez bien, d'accord? C'est que on va parler donc de la bulle de crédit. Si on prend tous les crédits du monde occidental, enfin dans le monde entier, du globe entier, tous les crédits et donc toutes les dettes qui sont faites par les entreprises, les privés et les États, hein, voilà, par tout le monde, eh bien, figurez-vous que si on met tout ça dans une seule bulle de crédit, on a calculé que cette bulle est 1 million de fois plus importante que toutes les bulles spéculatives cumulées depuis que l'homme fait du commerce, c'est-à-dire depuis 5000 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est devant un éclatement potentiel absolument catastrophique, mais abyssal, tsunami monumental, d'autant plus que toutes ces bulles sont interconnectées, imbriquées les unes dans les autres, et c'est tout ça à cause des produits dérivés. Qu'est-ce que c'est qu'un produit dérivé? Eh bien, c'est très simple. Prenons le produit dérivé le plus classique. 5 banques de notre pays ont ensemble des crédits à la consommation, donc ils ont donné des crédits à la consommation à les habitants du pays, pour un montant, on va dire n'importe quoi, de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est pas beaucoup. Voilà, 1000 milliards. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans un organisme financier non bancaire et elles disent, voilà, titrisez-moi ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tous ces crédits ensemble, tous ces dossiers ensemble, on crée des titres, on crée des obligations, on crée des papiers qui disent, regardez, on a ici donné des crédits à des gens partout, ça rapporte en moyenne 6%, eh bien, si vous achetez ces produits, eh bien, on vous donne 4% et nous, les banques, on garde 2%. Et donc, on vend des crédits en donnant une part des intérêts sur ces crédits à des gens qui vont refinancer le crédit auprès des banques. Ça veut dire que ça donne aux banques une masse d'argent nouvelle que normalement elles ne devraient pas avoir parce que le ratio de solvabilité dit qu'elles devraient avoir pas plus que 10 fois les fonds propres pour donner des crédits, de façon à garantir les dépôts de leurs déposants. Ben non, parce qu'à partir du moment où les banques revendent ces crédits en donnant une partie des intérêts de ces crédits à des personnes qui achètent ça comme étant un papier qui rapporte du 4%, c'est comme si c'était une obligation à 4%, eh bien ça renfloue les banques qui du coup peuvent redonner du crédit, retitrisent l'affaire, et c'est comme ça qu'on monte des bulles absolument phénoménales. Et il suffit que 5 ou 10% des crédits fassent défaut et tout le château de cartes s'effondre. Eh bien, voilà comment est aujourd'hui le système de crédit dans le monde entier. Et donc, on va probablement, même assez certainement, vers un éclatement de cette bulle. Pourquoi? Parce que les plus gros crédits sont donnés à qui? Aux États. Et les États sont aujourd'hui dans une situation, les États-Unis comme la France et bientôt comme l'Allemagne, c'est catastrophique ça, eh bien, et certainement le Japon,
sont dans l'incapacité non seulement de payer, de rembourser les crédits, mais arrivent dans une situation où ils vont bientôt être incapables de payer les intérêts sur ces crédits. Et ça s'appelle la trappe à dette. D'accord? Ça veut dire que la croissance du pays est tellement faible qu'elle ne parvient même plus, à cause de l'excédent de valeur ajoutée, à payer les intérêts sur la dette. Donc ça veut dire que qui paye les intérêts sur la dette? Eh bien c'est vous, mesdames et messieurs, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est les impôts. Et pourquoi vous croyez que nous sommes assommés d'impôts en France et en Belgique? Ben, tout simplement parce que tous ces pays sont dans une trappe à dette, ils doivent payer des intérêts, ils ne savent pas comment le faire. Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est creuser un plus grand trou pour boucher le premier trou, c'est-à-dire qu'ils ont pris des emprunts de plus en plus chers pour pouvoir rembourser les emprunts précédents dont ils n'arrivaient pas à payer les intérêts. Et donc maintenant, il faut prendre des intérêts plus grands, parce que si j'ai une dette de 60 milliards, l'État a une dette de 60 milliards à rembourser, eh bien, et elle ne peut pas payer les intérêts, ben, elle doit prendre un intérêt de 70 milliards pour payer les 60 milliards plus les 10 milliards d'intérêts. C'est une façon de calculer, évidemment, mais c'est pour vous donner la façon dont ça se passe. Donc, on va vers une bulle qui va nécessairement exploser quelque part. Et aujourd'hui, ben, ça fait 2 ans qu'on vous dit ce sera la crise, ce sera la crise. Aujourd'hui, les gouvernements, tant bien que mal, réussissent plus ou moins à contenir la crise. Et comment est-ce qu'ils la contiennent? Eh bien, en ne racontant surtout pas ce que je vous raconte, parce que ça c'est la vérité. Il faut tout cacher, il ne faut jamais rien dire pour que les gens vivent dans l'ignorance totale de l'épée de Damoclès qui pèse et qui pend au-dessus de leur tête. Donc, les conséquences de ces dettes d'État et de ces situations, c'est quoi? Eh bien, c'est plus d'inflation, donc évidemment plus de précarité pour énormément de gens, parce que quand les prix montent et les revenus ne montent pas avec, ben, c'est clair qu'on s'appauvrit. Ça ralentit considérablement la croissance économique, ça génère plus d'impôts pour la population, ça diminue le revenu réel de la population, donc on sort complètement du premier graphe que j'ai montré avec les prix qui descendent et les salaires qui montent. Le revenu réel descend en réalité. C'est évidemment moins de services publics, mais qui coûtent de plus en plus cher, soi-disant, et évidemment un transfert de richesse vers l'élite. Pourquoi? Parce que les gens qui décident de cela savent très très bien que quand il y a de l'inflation, eh bien, les effets de l'inflation sur les prix ne sont pas instantanés. Si je fais marcher la planche à billets en France et j'ai créé 20 milliards d'euros en plus et je lance ça dans l'économie, ben je peux m'enrichir. Les prix ne vont pas tout de suite et instantanément refléter ces 20 milliards supplémentaires. Ça prend entre 6 mois et 1 an. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent très bon marché, où ils achètent plein de choses ils ont déjà de l'argent, et avec cet argent-là, eh ben, ils peuvent acheter plein de choses, et donc encore s'enrichir plus, créer plus de valeur ajoutée pour eux. On va calculer que, en fait, 95% de la population enrichit 4% de la population, c'est-à-dire ces fameuses élites. Je ne vous demande pas, je m'imagine même pas combien de milliards, probablement, notre usurpateur de l'Élysée, là, peut posséder. Probablement qu'il est pyramidalement riche, parce que, bien évidemment, il profite de ce système. Et donc, depuis la création de la Fed en 1913, on a eu en réalité 4 stades différents de système monétaire, puisque avant 1913, on était à 1 dollar égal à une pièce d'or valant 1 dollar. Et puis, très rapidement, 1 dollar n'est plus devenu qu'une demi-pièce d'or. Je vais en parler plus tard pour savoir exactement ce que je veux dire par là. Et puis, un peu plus tard, 1 dollar n'avait plus la valeur que d'un quart de pièce d'or. Et le 15 août 1971, quand Nixon a coupé le lien entre l'or et le dollar, eh bien, le dollar est devenu un papier qui repose sur plus rien du tout, du vent, donc de la promesse du gouvernement d'agir en bon père de famille. On a vu ce que ça donne dans le monde entier, d'accord? Parce que le gouvernement et les politiciens ont toujours des promesses,
d'accord? Et pour financer leurs promesses, ils vont évidemment promettre la lune pour pouvoir être élus. Et une fois qu'ils sont élus, ben, ils sont obligés de trouver un système pour remplir quand même une partie de leurs promesses en vue des prochaines élections. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, vu que l'argent n'est plus adossé à quelque chose de tangible, eh bien, ils peuvent évidemment faire fonctionner la planche à billets. Et comme ça, l'affaire est réglée. Après moi, les mouches. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, c'est le pouvoir d'achat du dollar depuis 1913 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est absolument extraordinaire. En 1913, la Fed a été créée. Regardez le plongeon. Le plongeon ici, d'accord, fait que le dollar a perdu 50% de son pouvoir d'achat en 6 ans de temps. Vous imaginez un peu l'inflation? 50% en 6 ans de temps. De 1913 à 1919, mais évidemment, je rappelle qu'il y a la guerre là-dedans, évidemment, ben, le dollar a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Autrement dit, les prix ont doublé. Bien. Et puis, ça s'est stabilisé plus ou moins, et ça peut remonter un petit peu vers les années 30, les 30 glorieuses. Et en 33, à partir de 33, ça a commencé à redégringoler. Et ça n'a pas arrêté de redégringoler, puisque aujourd'hui, le dollar n'a même plus 1% du pouvoir d'achat du dollar de 1913. Donc il y a eu pratiquement 100% d'évaluation. Autrement dit, les États-Unis sont en faillite, si je peux le dire comme ça. Techniquement, ils le sont. Donc, c'est un graphe très intéressant, parce que vous voyez ici, en 1930, fin de l'étalon or, et interdiction de posséder de l'or aux États-Unis. Plus, évidemment, dès qu'il y a eu interdiction de posséder de l'or, une injection monétaire en billets qui ont fait que le dollar a commencé à s'éroder. 1944, les accords de Bretton Woods, là, ça chute véritablement très 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 fort. 1971, fin de la convertibilité du dollar en or, ça a chuté encore plus fort. Et puis maintenant, ben, c'est tellement bas que mais ça continue à chuter. Voilà. Donc, depuis la création de la Fed, l'argent a perdu son pouvoir d'achat à un rythme absolument incroyable, puisque en un siècle et 10 ans, à peu près 110 ans, eh bien, on est passé de quelque chose qui valait 100 à quelque chose qui vaut moins que 1 aujourd'hui, si on prend l'unité du dollar. Donc, c'est vous dire combien le standard or était quelque chose d'extraordinairement intéressant. Pourquoi? Ben, on va en parler, parce que quand on va parler de votre salaire et de vos revenus et de votre épargne, vous allez tout de suite comprendre où est votre douleur. Bon. Eh bien, si on prend les monnaies valorisées en or, je rappelle que l'or ne bouge pas. 100 grammes d'or, c'est 100 grammes d'or, ça restera 100 grammes d'or pendant 6 000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. L'or ne bouge pas. Donc, 100 grammes d'or, c'est, si on prend la valeur or et qu'on la met à 100 ici au-dessus, là, cette ligne jaune que vous voyez ici, là, hein, toute cette ligne jaune, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est combien valent les monnaies si elles avaient une base 100 au moment où elles ont été créées. Eh bien, vous voyez que tout ça, ça baisse de façon catastrophique. Donc la première ligne catastrophique, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment la guerre 14-18 qui a fait que le dollar et les principales monnaies ont chuté, et particulièrement le mark allemand qui s'est complètement cassé la gueule suite à la défaite de 1918. Bon. Il a été remplacé par le mark ici en rouge, je crois que c'est ça, oui, le Reichsmark, lequel Reichsmark a de nouveau complètement disparu en 1944, puisque l'Allemagne était exempte et le mark ne valait plus un clou. Alors, vous voyez ici, cette ligne-ci, c'est quoi? Eh bien, c'est le yen japonais. Le yen japonais, il est à zéro depuis 1950. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir cette ligne-ci, cette petite ligne, j'espère que vous la voyez, cette ligne pointillée, d'accord, qui est le 15 août 1971, à savoir que la monnaie, le dollar,
a été complètement déconnecté de l'or par la décision de Nixon. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous voyez que depuis cette ligne-là, la chute des monnaies a été incroyablement brutale. C'est littéralement vertical. En 2, 3, 4 ans, il est arrivé à moins 80% de sa valeur. Et puis maintenant, il végète et il continue à descendre continuellement. Ça a été le cas pour l'euro, ça a été le cas pour toutes les monnaies. Évidemment, ici, la ligne bleue, c'est le Deutsche Mark qui avait avant, donc, le nouveau Deutsche Mark après la guerre. Le Deutsche Mark a complètement dévissé, c'est remplacé par l'écu qui a été créé dans les années 1982-83 et qui a été remplacé par l'euro ici, la petite ligne pointillée ici. Mais donc, toutes les monnaies ont perdu en valeur de pouvoir d'achat complètement. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ces monnaies n'étant pas adossées à quelque chose de fixe, à savoir l'or, eh bien, tous les gouvernements en ont profité pour faire tourner la planche à billets à mort, à mort, à mort, pour financer peut-être des choses intelligentes, comme le général de Gaulle qui a financé et qui a endetté la France énormément pour créer des centrales électriques. Mais ça a été l'investissement du siècle parce que avec une électricité et une énergie abondante et très bon marché, vous comprenez bien que la France a remonté tout de suite et a pu rembourser ses dettes. Donc il y a des dépenses de l'État qui sont productives, mais l'ennui c'est qu'aujourd'hui, à peu près 95% des dépenses de l'État sont complètement non productives, mais alors là, complètement non productives, d'autant qu'elles servent même à payer des intérêts sur les dettes précédentes. Si ça c'est productif, je ne sais pas ce qu'il faut appeler la productivité à ce moment-là. Bon, donc voilà quelque chose. Même chose pour l'euro. Si on voit 1 euro en or, donc 1 euro en milligrammes d'or entre le 1er janvier 1999 et mai 2023, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? C'est que au début de l'euro, eh bien, il valait 125 milligrammes, 1 euro valait 125 milligrammes d'or. Ça s'est maintenu pendant à peu près quelques mois, et puis après, ça a été une inexorable descente aux enfers. Et aujourd'hui, on n'est même plus à 18, je crois que c'est 18 ou 17 milligrammes, c'est-à-dire plus rien du tout, quoi. 17 milligrammes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument rien. Et donc, ben voilà, tout simplement pour dire, les monnaies n'arrêtent pas de dévisser, etc. Et les conséquences de cela, eh bien, c'est que notre système monétaire basé sur de l'argent dette, parce que c'est plus de l'argent or, c'est de l'argent dette, eh bien, ça punit les épargnants, ça punit les salariés, et ça force à la spéculation, et ça crée un stress épouvantable que tout le monde a, c'est le stress de est-ce que mon argent vaut encore quelque chose. Alors, je peux comparer aujourd'hui l'inflation, enfin le SAU, c'est ce que vous ramassez, c'est votre salaire, c'est votre richesse, c'est votre épargne, ce sont vos avoirs, vos possessions, d'accord? Eh bien, à cause de l'inflation, votre SAU, il commence à être troué de toutes parts et il perd de l'eau en permanence. Comparez ça à mon graphe du début de ma démonstration, où les salaires montaient tout naturellement sans que les gens ne doivent même mettre de la pression dans l'épargne ou quoi que ce soit. Ils investissaient normalement, les salaires grimpaient normalement, la vie montait normalement et les prix baissaient à cause de la créativité humaine. Et donc tout ça marchait impeccablement. Ici, il n'y a pas de seau percé, tandis qu'ici, il y a un sacré seau percé. Votre richesse est un seau qui fouille. Pourquoi? Parce que votre épargne est déjà un seau qui fouille. Regardez. La courbe noire, ici, c'est l'inflation. D'accord? Et la courbe rouge, c'est le rendement réel d'un livret A. Rendement réel, ça veut dire quoi? Les intérêts que vous donne votre livret A, moins l'inflation. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que la ligne rouge, à de très très rares occasions, dépasse la ligne noire, mais sinon est tout le temps en dessous de la ligne noire. Et depuis 2022, vous voyez la ligne qui va vers ici et la ligne de l'inflation qui monte. Donc on est reparti dans des distances de ce type-ci.
Et la ligne jaune que vous voyez, ou orange que vous voyez, c'est le livret A avec son intérêt nominal. Mais l'intérêt nominal est là, mais l'intérêt réel est ici. Donc vous voyez bien que de tout temps, pratiquement à quelques années près, je dirais 1995 à 2000, et un tout petit peu en 2007-2008, juste avant 2008, depuis lors, cette ligne rouge est en dessous de la ligne noire, et donc par conséquent, votre livret A, comme votre assurance vie, eh bien, ça vous coûte du pouvoir d'achat et ça ne vous rapporte rien. Je me dis depuis des temps fous, j'ai déjà fait des lives spécifiques rien que sur ce sujet, avec des démonstrations chiffrées qu'une assurance vie, même à du 2 ou du 3%, elle ne rapporte rien, elle coûte de l'argent à son propriétaire, mais évidemment, on fait de telles publicités pour les assurances vie et le livret A qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas, qui ne regardent pas ce genre de truc, eh bien, qui se laissent prendre et qui disent ah, je ne vais pas sortir mon argent de mon livret A quand même parce que je gagne 1,27%. Non, vous ne gagnez pas 1,27%, vous perdez pratiquement du 2 ou du 4 ou du 3%. Donc, après, les gens se réveillent en disant ah, j'ai touché mon assurance vie, j'ai 100 000 euros. Oui, très bien. Et vos 100 000 euros, ils valent combien par rapport à ce que vous avez payé sur toutes les années? Eh bien, je peux vous faire les calculs. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes monétaires aussi, c'est quelque chose qui fait que les États et les riches sont, enfin les riches, les banques, sont en mesure eh bien, de pomper la population sans que celle-ci ne s'en rende compte, parce que on cache les choses sous des beaux mots, on cache des choses sous des chiffres, mais jamais on ne parle de l'inflation ou du revenu réel. Et ça, c'est extrêmement dommageable, je le regrette, mais voilà, c'est quand même très important ce que je suis en train de vous dire. Votre épargne, c'est un seau qui fuit. J'ai toujours dit, si vous mettez 10 000 euros en l'an 2010, vous avez mis 10 000 euros sur votre livret intérêt, vous avez toujours 10 000 euros sur votre livret intérêt aujourd'hui. Seulement, ces 10 000 euros n'achètent plus que la moitié de ce qu'ils étaient capables d'acheter en 2010. Donc, c'est le seau qui fouille. Même chose pour les salaires, malheureusement. Regardez, si on prend la ligne rouge, eh bien, la ligne rouge, c'est les prix à la consommation. Je signale que ceci, je n'ai pas été le chercher moi-même, ça vient de Statista, c'est-à-dire le système des statistiques de l'Europe même. D'accord? Eh bien, en Europe, les prix à la consommation, c'est la ligne rouge là. La ligne bleue, c'est la ligne des salaires. Alors, on va dire, regardez, c'est fantastique. Depuis 2018 jusqu'en 2021, les salaires étaient au-dessus de la ligne bleue. Malheureusement, si on prend l'inflation, il ne faut pas voir la ligne rouge. Mais il ne faut pas regarder la ligne bleue, il faut regarder la ligne de salaire réel, c'est-à-dire en francs constants ou en euros constants. C'est-à-dire on prend une base qui s'appelle ici 2018, on prend la base 2018 et on dit voilà, 2018 égale à 100. Maintenant, examinons si on prend toujours le prix 2018, la valeur de pouvoir d'achat de 2018, quelle est la valeur réelle de nos salaires? Eh bien, je suis sincèrement désolé, vous voyez, c'est la ligne verte et qui est en train de complètement capoter. Donc ça veut dire que, ici, évidemment, en 2022, ça descendu très fort à cause du Covid. Ça remonte un petit peu, mais ça ne rapproche absolument pas de la liste des prix, parce que les prix sont repartis à la hausse depuis quelques... On a frôlé, touché, mais donc ici c'est moins 1,1%, ici c'est 2,1%, donc voilà, on a quand même officiellement 1% d'inflation par rapport à les statistiques européennes, et tout le monde sait bien que l'Europe ment comme un arracheur de dents. La véritable inflation, elle est beaucoup plus importante que ça, mais les salaires n'ont pas suivi. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bien, tout simplement parce que l'adaptation des salaires à l'indice des prix n'est pas automatique, ça se fait par palier. Donc si vous avez
une inflation, bon, ici c'est un schéma, évidemment, c'est illustratif, hein, ça ne représente absolument pas la réalité, puisque la réalité c'est des dents de scie comme ça. Mais ça veut dire quoi? Si l'inflation a augmenté, par exemple, de 3% sur l'année 1, eh bien, les salaires, eux, sont restés identiques. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1 qu'il y a une adaptation des salaires, d'une indexation, comme ça s'appelle, des salaires sur les prix. Ensuite, eh bien, une fois que l'indexation est faite, les prix continuent à monter, mais les salaires, eux, ils restent à l'horizontale. Puis il y a une nouvelle adaptation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que tous ces carrés grisés là, ben c'est de la perte de pouvoir d'achat. Il ne faut quand même pas oublier ça. Quand on dit oui, mais mon salaire a été indexé, oui, il a été indexé, mais avec du retard, et donc vous avez perdu du pouvoir d'achat. Dans toutes ces zones grises, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Et vous avez peut-être récupéré juste à ce moment-là, et après c'est de nouveau banzai, vous perdez du pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que la ligne précédente, la ligne verte, eh bien, elle est comme ça. Parce que le pouvoir d'achat réel est toujours inférieur à l'inflation. Résultat des courses, non seulement votre épargne, c'est un saut percé, mais votre salaire, c'est un saut percé aussi. Parce que vous pensez que chaque mois, vous retirez un saut, mais en fait, vous ne retirez pas un saut, il y a déjà plein de pertes rien que sur votre salaire mensuel, parce que votre salaire ne suit pas l'indexation automatiquement, c'est par palier. Donc, ça aussi, c'est un stress énorme qui est créé. Donc, voilà. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est, OK, est-ce que ça va continuer longtemps? Ben, aujourd'hui, tout indique qu'on est en voie vers un nouveau système monétaire. Comment est-ce que était le premier système monétaire? Donc, si je reprends d'avant 1913, on appelait ça le système de standard or intégral. C'est-à-dire que chaque billet de 1 dollar était adossé à une vraie pièce d'or de 1 dollar intégrale. Puis qu'est-ce qui s'est passé? En 1930, le président de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, 1930, Roosevelt, président Roosevelt a interdit aux Américains de posséder de l'or. Il a demandé que tout l'or soit rendu, soi-disant, pour financer les efforts de guerre. Et énormément d'Américains ont obéi et donc ont donné leur or. Et puis tout d'un coup, l'année d'après, ils ont reçu, contre leur or, ils ont reçu 22 dollars. Donc le cours de l'or en 1930, c'était 22 dollars. En 1932, le cours est passé à 35 dollars. Si vous calculez, 35 moins 22, ça fait 17. 17 par rapport à 22, c'est 70%. Donc ça veut dire que le dollar billet a dévalué de 70%. C'est énorme comme dévaluation. C'est une des dévaluations les plus gigantesques que le monde ait connues, 70% de dévaluation. Je ne parle pas de l'Argentine qui dévaluait de 100% tous les jours, mais dans le monde, on va dire, normal, si je puis le dire comme ça, eh bien, ça a été une dévaluation absolument colossale et les gens ont dû accepter que leur dollar dévalue de 70%. Ça veut dire que tous les prix ont augmenté de 70%. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du choc que ça a créé. Ça a créé un appauvrissement énorme de la population américaine juste avant la guerre. Et évidemment, tout ça a été destiné à financer les efforts de guerre parce que Roosevelt savait très bien qu'un jour ou l'autre, ils allaient être entraînés dans la guerre mondiale. Bon. Donc, il n'y a plus d'échange contre l'or, mais le cours était à 35 dollars. Au moment où, 1944, donc à la fin de la guerre, il y a eu la conférence de Bretton Woods, où il a été décidé que plus aucune monnaie ne pouvait être transformée en or, ne pouvait être échangée contre l'or. Seul le dollar pouvait encore s'échanger contre de l'or, et toutes les autres monnaies de la Terre pouvaient s'échanger contre des dollars. Et ça a permis aux États-Unis d'exporter son inflation, parce que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à avoir du dollar en réserve de change. C'était 87% des réserves de change dans le monde, après Bretton Woods, c'était du dollar. Et malgré tout, le dollar
a continué à dévaluer par rapport à l'or, puisque en Bretton Woods, il était à 35 $. Quelques années plus tard, il est passé à 42,22 $, c'est-à-dire quelques années, c'est-à-dire 1960, enfin c'est d'avant 71, mais c'est en 1971 que Nixon a complètement coupé le cordon ombilical du dollar par rapport à l'or, et donc le dollar, ici, il était adossé à du vent, à plus rien du tout. Voilà. Et du coup, en Bretton Woods, eh ben, ça a créé le système monétaire international, le fameux SMI, qui a créé le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, blablabla, blablabla. Enfin, un énorme, comment dirais-je, enfumoir pour dire aux gens, regardez, on s'occupe bien de vous, etc. Mais en fait, ça a été, maintenant qu'on le sait, hein, ça a été une formidable escroquerie. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce système va continuer à perdurer, un dollar qui repose sur rien du tout? On ne le sait pas. En tout cas, pour l'instant, Trump a l'air de plus ou moins gérer la chose, mais il laisse filer le dollar, ça c'est clair. Il a dit qu'il allait laisser filer le dollar, et il laisse filer le dollar. Donc le dollar est en train de perdre de sa crédibilité de façon épouvantable, et donc il est tout à fait probable, et de plus en plus probable, qu'on se dirige vers un nouveau système monétaire. Alors si ce niveau système monétaire, ce serait le standard or, qu'est-ce qui pourrait prouver que le nouveau système serait un retour au standard or? Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'un jour ou l'autre, et ça ne va pas trop tarder, les super experts désignés des États, des banques centrales, vont devoir se réunir en disant le système ne tient plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et eh bien, je crois que la réponse est déjà donnée par les banques centrales, puisque depuis 2010, les banques centrales sont acheteuses nettes chaque année, et il y a une accélération très nette à partir de 2022. La moyenne d'achat d'or par les banques centrales était de 470 à 510 tonnes sur ces 10 années-là, donc moyenne annuelle, 510 tonnes qui ont été achetées au marché par les banques centrales. Et en 2022, une accélération énorme, puisqu'on a atteint 1082 tonnes, qui a été le record historique en 2022. 2023, 1037 tonnes. 2024, 1037 tonnes et potentiellement 1092 tonnes, parce que la Chine, on sait qu'elle a acheté, mais elle ne publie pas ses résultats, elle joue au cache-cache, et donc on suppose d'or que la Chine a beaucoup plus d'or que les 3000 tonnes qu'elle veut bien avouer, ou les 2800 tonnes qu'elle veut avouer. Donc, il est possible que ça ait été 1092 tonnes. En 2025, 863 tonnes, et en 2026, les banques centrales, si on cumule toutes les annonces des banques centrales quant aux achats qu'elles vont faire en or, eh bien on est de nouveau à 850 tonnes, plus ou moins. Donc ça veut dire que depuis 2010, les achats cumulés par les banques centrales d'or, ça dépasse 10 000 tonnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 tonnes, c'est absolument incroyable. Bon. Et les principaux acheteurs, c'est qui? La Pologne, le Kazakhstan, la Turquie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Azerbaïdjan. Vous remarquez que Chine et le Brésil, c'est les pays c'est des fondateurs des BRICS, et qui entraînent d'autres pays qui veulent rentrer aux BRICS, tels que la Pologne, la Turquie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, sont tous des candidats à entrer aux BRICS. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde en a ras-le-bol du dollar et de la prédominance du dollar. Donc les raisons principales, c'est vraiment la diversification des réserves pour ne moins dépendre du dollar. Le dollar en réserve monétaire mondiale est passé de 87% de réserves monétaires dans les différents pays qui possèdent le dollar, c'était 80% des réserves. Maintenant, ce n'est plus que, c'est encore 57%, mais c'est quand même une énorme diminution, et ça continue à diminuer. Comme je l'ai dit dans un live d'Antoine, le Japon a vendu pour 2,86 milliards de dollars en un seul jour de bons du Trésor américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, c'est énorme, et donc le dollar risque d'imploser, littéralement. Pourquoi? Parce que les pays ne veulent plus courir de
de sanctions, donc des risques géopolitiques. D'accord, surtout depuis 2022 que les Russes se sont fait bloquer leurs réserves en dollars. C'est évidemment une couverture réelle contre l'inflation et l'instabilité monétaire, parce que l'or n'a pas de contrepartie, n'a pas besoin de contrepartie, et donc c'est évidemment un actif de dernier recours. Toutes ces raisons-là font que les banques centrales achètent de l'or et qu'il y a de plus en plus de pays qui annoncent vouloir acheter de l'or. Et dernièrement, eh bien, tous les pays qui étaient vendeurs d'or, comme la Belgique, la France, la Hollande, la Suisse, même les États-Unis, ont arrêté. Tout le monde s'arrête de vendre de l'or. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, l'or acheté par les banques centrales doivent être achetés à des prix du marché beaucoup plus chers que ce qu'ils avaient acheté, puisque dans le temps, il y avait des transferts d'or entre banques centrales à des prix convenus entre elles. Et bien maintenant, l'or doit être acheté sur les marchés, et ça, évidemment, fait énormément grimper le prix. Donc, est-ce que le dollar va garder sa position dominante? C'est une question qu'on peut véritablement se poser, puisque l'or et les dollars sont les deux composantes clés du système actuel, et l'or ne bouge pas. Sa valeur n'a pas besoin de contrepartie. Donc la seule variable dans toute cette équation du système actuel, c'est le dollar. Aujourd'hui, le dollar fait un peu plus de 50% des réserves mondiales. Mais bien évidemment, si le dollar se casse la figure, il est tout à fait évident que ça va se répercuter sur toutes les monnaies du globe, absolument toutes les monnaies du globe, parce que tous les pays du globe ont des réserves en dollars. Et donc si le dollar se casse la gueule, ça va être la panique. On voudra vendre des dollars le plus vite possible pour encore essayer de récupérer quelque chose. Vous comprenez bien que tous les pays du monde vont subir une catastrophe monumentale. Et alors, je mets ça en lien avec la bulle du crédit et dette dont j'ai parlé précédemment. Donc, vous voyez l'holocauste devant lequel on se retrouve. Et cette fois-ci, ce n'est pas une holocauste de personnes, c'est une holocauste financière monumentale dans laquelle on pourra éventuellement tomber. Et c'est pour ça que les banques essayent par tous les moyens d'essayer de calmer le jeu ou de temporiser ou de gagner du temps ou je ne sais pas. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. À partir du moment où une dette doit être remboursée, d'une façon ou d'une autre, les gens, le marché a ses propres lois. Et le marché, c'est qui? C'est des millions de personnes, des milliards de personnes qui font du commerce tous les jours, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer et qui disent, en fin de compte, directement ou indirectement, oui, mais monsieur, les États-Unis, c'est très bien de vouloir emprunter de l'argent, mais on n'a plus tellement confiance, donc vous allez devoir nous payer une prime de risque beaucoup plus importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le dollar, donc le T-bond, l'obligation à 30 ans des États-Unis, vient de passer les caps des 5,38% à payer. Vous imaginez un peu ce que c'est que payer 5,38% pendant 30 ans? Donc c'est une défiance monumentale que le marché envoie à la Fed en disant on ne veut plus de votre dollar, on ne veut plus de ça parce qu'on a une peur panique que vous n'arriviez même plus à payer les intérêts. Et c'est ce qui va se passer parce que aujourd'hui, si vous regardez les recettes du gouvernement fédéral américain et vous mettez ça en parallèle avec les intérêts sur la dette, eh bien, on est à peu près au même niveau. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire qu'un pays devrait utiliser la totalité de ses recettes pour payer les intérêts de la dette. C'est dingue, quoi. C'est fou. C'est la faillite totale. Donc, par conséquent, ils vont se demander nécessairement, à la prochaine réunion des banques centrales, mais qu'est-ce qui a fonctionné? La seule réponse qu'il y a, c'est le standard or. Il n'y a que le standard or qui fonctionne correctement. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça ici? J'ai de nouveau ce truc ici qui... Bon, on va enlever ça. Ah non, annuler. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc,
c'est comme un jeu de domino, hein, une fois qu'une pièce tombe, tout le reste va s'écrouler avec, sauf si on revient à un standard plus normal, et là ça va faire très mal pour les pays hyper endettés comme la France. Ça, c'est clair et net, parce que ça veut dire des dévaluations énormes, et donc fini les importations, des salaires qui baissent, une pauvreté accrue, des faillites à l'appel, etc., etc., etc. Alors, que se passerait-il si le dollar s'effondre véritablement? Eh bien, je n'ai pas une réponse exacte, mais on peut donner une indication. Ce que vous voyez, la courbe ici, enfin la ligne un peu bizarre que vous voyez, c'est quoi? Eh bien, c'est le pourcentage des réserves d'or des États-Unis, d'accord, par rapport à leur dette. Donc ici, vous voyez, en 1915, le pourcentage des réserves d'or des États-Unis représentait à peu près 19% de la dette des États-Unis. Mais les États-Unis ont relativement bien fonctionné après la guerre, et donc le pourcentage des réserves d'or des États-Unis représentait, en 1920-23, représentait 40% de la dette américaine. Donc ça veut dire qu'il y avait une forte couverture. En 1945-44, c'était le point le plus haut. Pourquoi? Parce que tous les pays belligérants contre l'Allemagne et l'axe Allemagne-Japon avaient envoyé leur or aux États-Unis pour le mettre à l'abri, et les États-Unis ont refusé de renvoyer l'or à ces pays en disant c'est nous qui avons payé les efforts de guerre, donc vous devez nous laisser l'or en paiement. Ça a été le coup un scandale. On peut comprendre pourquoi De Gaulle détestait les Américains. Mais donc, voilà. Donc, ici, presque 50% de la dette américaine était couverte par de l'or. Après, ça a été la débandade. Vous voyez, en 1944, 1945, c'était plus que ça, etc. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont évidemment fait fonctionner la planche à billets à mort après 1944. Ça a été une dévaluation énorme, plus la guerre du Vietnam, qui a créé une dette colossale pour les États-Unis, puisque la guerre du Vietnam, pour les États-Unis, ça a été quelque chose qui a duré, je crois, 5 à 7 ans. Il a fallu financer les efforts de guerre, et ça a été financé, évidemment, par de la dette et de la planche à billets. Donc ça veut dire que si on disait qu'aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, d'accord, la dette américaine n'est plus, enfin, la couverture or de la dette américaine n'est même plus de 3%, d'accord? Et le prix de l'or aujourd'hui est ici en 2025, était de 4670 dollars l'once d'or. Eh bien, si on reporte ce prix-là et on dit voilà, il faudrait que la réserve d'or américaine couvre la dette aujourd'hui, d'accord, à ce niveau-ci, eh bien, il faudrait que donc ça veut dire à un niveau de 20%, si aujourd'hui les Américains avaient, avec cet or-ci qu'ils ont maintenant, ça couvrait 20% de leur dette, il faudrait que l'once d'or vale 30 450 dollars. Si la réserve d'or d'aujourd'hui devait couvrir 50% de leur dette, eh bien, l'once d'or devrait valoir 72 250 dollars. Donc vous voyez, et à 40%, c'est 60 850 dollars l'once d'or. Donc ça veut dire que si les États-Unis veulent revenir à un système cohérent, ils vont devoir faire deux choses. Ils vont devoir acheter de l'or, ou, c'est ce qu'essaye de faire M. Trump pour l'instant, c'est de compenser le manque d'or par des bons du Trésor adossés à de la crypto-monnaie. Le fameux stablecoin USDT ou USDC, c'est le Genius Act, et l'autre acte dont j'oublie toujours le nom, le Stability Act, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, dont on a discuté il y a quelques semaines. Est-ce que ça va marcher? Probablement pas, parce que les gens se méfient quand même, le monde entier se méfie des crypto-monnaies qui ne sont adossées à rien. L'être humain a besoin de pouvoir toucher quelque chose. Moi, de l'eau virtuelle, je ne connais pas. De l'eau réelle, je connais. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il est certain que le prix de l'or va monter.
et les plus grands spécialistes du monde. Je cite les 4 plus grands spécialistes reconnus dans le monde entier. 2 appartiennent à l'école d'économie de Vienne qui s'appelle le Mises Institute, et les 2 autres ici, Stofferle et Walke, donc Walke est ici et Stofferle est ici, eh bien, eux, ils disent, celui-ci, il dit voilà, il prévoit la montée de l'or jusqu'à fin 2028 à plus de 8 000 $ l'once. Il dit nous sommes sur la rampe d'autoroute vers l'hyperinflation. Donc ça veut dire qu'on est sur la rampe d'autoroute vers un prix de l'or absolument énorme. Il dit l'or agit comme le canari dans la mine. Vous savez cette histoire, on mettait des canaris dans la mine et quand le canari quand il mourait, c'est qu'il y avait du gaz toxique, du méthane ou du monoxyde de carbone qui était dans la mine et on évacuait tout le monde. Le canari dans la mine, c'est le signal d'alarme. Eh bien, M. Mark Thornton, éminent spécialiste de l'or reconnu dans le monde entier, et son collègue Joseph Salerno, tous les deux du Mises Institute, nous disent que seul un vrai standard or, adossé à 100%, mène à une monnaie saine. Ça a été prouvé pendant des années avant 1913, et depuis 1913, nous sommes dans un système monétaire complètement malsain. Et Stofferle et Walke, qui écrivent une lettre annuelle qui s'appelle In Gold We Trust. C'est évidemment un passage de In God We Trust qu'on voit sur le billet américain qui dit en Dieu j'ai confiance. Ici c'est en l'or j'ai confiance. In Gold We Trust. Ils éditent une lettre très intéressante, bourrée d'arguments, bourrée de graphiques, etc., où ils font des liens avec tout et tout, et eux, ils voient l'or pour fin 2028 à 8 900 $ l'once. Donc, moi je peux dire avec certitude aujourd'hui que même si l'or est en train de faire ce qu'on appelle une correction, d'ailleurs toutes ces personnes disent une correction comme ça c'est extrêmement sain parce que ça nettoie le marché. Donc si vous avez de l'or aujourd'hui, surtout ne le vendez pas. J'ai encore reçu des mails de quelques personnes qui m'ont dit c'est catastrophique, il faut que je vende mon or, je vais tout perdre. Non, vous n'allez pas tout perdre, il faut être patient. J'ai toujours dit que mettre de l'argent dans de l'or, c'est de l'investissement de long terme. Attendez au moins jusqu'à fin 2027. Je peux vous assurer que d'ici 2027, votre or aura doublé, voire triplé de prix par rapport à aujourd'hui. Et si vous n'avez pas d'or, eh bien, aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'en acheter, puisque l'or est à 3827, je crois, euros l'once, donc un peu plus de 4000 $ l'once. Aujourd'hui, si vous achetez de l'or, je vous garantis qu'à la fin de l'année, je ne peux pas vous le garantir parce que je ne peux pas prédire l'avenir, mais dans ma tête, c'est absolument certain que l'or, vous allez faire entre 30 et 50% de plus-value sur votre or si vous l'achetez aujourd'hui. Donc, question, est-ce qu'on retourne au standard or? En tout cas, les BRICS nous donnent une indication très forte avec les banques centrales et beaucoup de banques centrales du monde qui achètent de l'or. Les banques centrales qui étaient vendresses ne vendent plus d'or. Et donc, à quel prix est-ce qu'on peut attendre l'once? Eh bien, il y a un moyen de calculer. C'est si on dit que la masse monétaire, c'est-à-dire tout l'argent qu'il y a le cash, donc les billets de banque, et tout l'argent qu'il y a dans les comptes à terme, dans les assurances, non pas dans les assurances, mais dans les livrets intérêts et tous les comptes d'épargne possibles et imaginables, eh bien, oui, aussi les assurances quand même, eh bien, on a ce qu'on appelle la masse monétaire, ça s'appelle le M2, d'accord? Ça représente dans le monde entier l'équivalent de 110 000 milliards de dollars, d'accord? Si on va à un système d'adossement à 100% de ces 110 000 milliards, l'once d'or devrait valoir 17 000 $. Si on va à un adossement partiel à 40%, comme ça a été le cas avant Bretton Woods, puisque entre 1930 et 1933, au moment où Roosevelt a interdit aux Américains de posséder de l'or jusqu'à Bretton Woods, l'argent, donc les billets de banque, étaient garantis à 40%, même s'il n'y avait pas d'échange possible, 40%, l'État garantissait que 40% de tous les billets étaient adossés à de l'or. Eh bien, ça nous amènerait
de choses, pardon. Ça nous amènerait le dollar à 6 600 $ l'once. Si de plus on veut couvrir la dette mondiale avec de l'or, bon, alors c'est clair qu'à ce moment-là, l'once vaudra entre 35 et 45 000 $. Alors ceci, c'est purement indicatif, évidemment, mais il y a l'air d'avoir un consensus entre les spécialistes, que ce soit les banques telles que JP Morgan, UBS, Banque nationale de Paris, Barclays Bank, des banques un peu partout dans le monde, et ces 4 experts que je vous ai cités, eh bien, on s'adresserait pour d'ici 2 à 4 ans, ou 3 à 4 ans, à un prix entre 8 000 et 15 000 $ l'once, à condition que le dollar reste la monnaie de réserve et continue à jouer son rôle de monnaie de réserve. Si le dollar disparaît complètement, bien évidemment, si le dollar disparaît, l'euro va disparaître aussi. Alors je ne peux pas calculer exactement dans quelle monnaie il faudra calculer le prix. Et donc imaginons que le dollar continue à vivre comme monnaie de réserve. On peut s'attendre à ce que d'ici 3 à 4 ans, le prix de l'or soit entre 8 000 et 15 000 $. Donc il a encore de très très belles progressions devant lui. Alors j'ai bien pris soin de marquer, ces chiffres sont hypothétiques et ne constituent pas un conseil en investissement. Le prix réel dépendrait des négociations internationales et des choses qui seront mises en œuvre. Donc c'est clair que ce n'est qu'indicatif, mais c'est une très très bonne indication parce que tous les fondamentaux sont là pour dire que l'or va grimper. Donc je renouvelle mon avertissement, d'accord, pour que ce soit bien clair. Et je vous remercie en tout cas énormément de votre attention. J'ai de nouveau parlé beaucoup trop longtemps. Je vous donne rendez-vous au numéro 65 le 17 juin 2026. Je me réjouis et en tout cas, merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite bien le bonsoir et à très très bientôt. Portez-vous bien. Allez.